Moi, je dis toujours, quand on va en bourse, on connaît bien son bateau, mais on ne connaît pas la mer. Et la mer, quand on part du port, elle peut être sympathique. Dès qu'on est au milieu, tout peut changer et il faut avoir la meilleure équipe, les meilleurs dossiers, les meilleures choses pour pouvoir résister si ça pète. On a décidé d'aller en bourse et du coup on a organisé une journée ou 2 jours où toutes les banques introductrices en bourse sont venues et on ne leur a pas dit en fait si c'était le nouveau marché, si c'était aux États-Unis. On a dit on veut aller en bourse, on n'a même pas dit où. Et il y a eu 16 banques. Sur 16 banques, nous avons choisi 3. Comment on a choisi? Premièrement, on a regardé quel marché on va aller. Par exemple, Goldman Sachs venait avec une proposition qui était, ils nous donnaient de l'argent, ils faisaient comme un bridge, et derrière ça, on va au Nasdaq, une année après. D'autres venaient pour dire, on va faire un dual listing, un listing mis en bourse à Paris, combiné avec une à New York. Et d'autres sont allés directement pour Paris. Et moi, je voulais aller à Paris, pour des raisons multiples. Et du coup, je devais choisir les banques qui étaient fortes sur Paris. Et à l'époque, Société Générale Cohen, SG Cohen, était à l'époque la plus forte banque sur le nouveau marché parce qu'elle représentait 13% de tous les échanges, tout ce qui se passait dessus. On s'est dit, on a un dossier qui va coter sur Paris, mais qui a des connotations et des marchés, des clients en Amérique, anglo-saxons, etc. On s'est dit, on prend Société Générale, SG Cohen, en parallèle, on prend une banque américaine et on prendra une banque anglaise. Donc on a pris Cazenove, qu'on appelait à l'époque le broker de la reine, et on a pris Robertson Stephens, qui était une des banques les plus connues sur la côte ouest de la Californie. Robertson Stephens coule quand il y a eu la crise des subprimes, etc. aux États-Unis, mais c'était une très très belle banque. On choisit ces 3. Alors, vous imaginez pas les 13 autres, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir le dossier, en fait, c'était incroyable. Quand on choisit ces 3, maintenant il faut définir parmi les 3 qui est ce qu'on appelle le book runner. Le book runner, c'est celui qui va diriger le livre d'ordre. Parce qu'en fait, les banques vont dire, voilà, il y a cette société qui va en bourse, on vous propose 20% de son capital, les actions. Ces actions, ils sont vendus entre tel prix et tel prix, on va dire 8 euros, 12 euros. Et bien, 1, si ça vous intéresse, si oui, 2, combien vous voulez prendre, et 3, à quel prix? Toujours, quand on va en bourse, il y a une fourchette. Et ces ordres sont collectés par celui qui est le book runner, qui va derrière nous sortir à la fin du processus les consensus. Par exemple, si on veut lever 100 millions, est-ce que les 100 millions, on les a à 12, à 10 ou à 8? Et en fonction de ça, on va choisir le prix d'entrée sur lequel la société va coter, on va allouer après les titres à ces gens-là, etc. Donc, il fallait choisir le book runner. Évidemment, le book runner, il a une commission plus grande, donc tout le monde veut être book runner. Et nous, on a décidé que ce sera SG Cohen, et lead manager avec eux, c'est Cazenove et Robertson Stephens. Cazenove avait la charge du marché vraiment anglais, Robertson Stephens les US, SG Cohen le reste du monde. Et ces choix, ça a été fait non seulement sur la force sur le marché et la distribution, mais aussi ça a été fait par rapport à la force de leur équipe de recherche. Donc ça, c'est très important. Quand on veut rentrer en bourse, il faut rencontrer les analystes pour savoir qu'est-ce qu'ils vont écrire, à combien ils y croient. Et encore un point beaucoup plus important, il faut rencontrer ceux qui vont être en charge de placer les papiers aux investisseurs. Donc, les vendeurs de titres. Dans mon cas à moi, chez SG Cohen, il y avait un type qui s'appelait Jean-François Tinet, dans lequel j'ai cru. Pourquoi c'est important de rencontrer les syndications, enfin ceux qui vendent les titres aux investisseurs? Parce que c'est eux qui vont faire que vous êtes en bourse ou pas. Et donc, quel est l'élan qu'ils ont pour placer ces papiers? Est-ce qu'ils aiment ce dossier ou pas? Est-ce qu'ils ont ce qu'il faut ou pas? Est-ce qu'ils ont la puissance de placer? Tout ça, c'est très très important dans le choix, primordial. Sinon, l'introduction échouera. Parce qu'en fait, moi je dis toujours, quand on va en bourse, on connaît bien son bateau. Mais on ne connaît pas la mer. Et la mer, quand on part du port, elle peut être sympathique. Dès qu'on est au milieu, tout peut changer. Et là, il faut avoir la meilleure équipe, les meilleurs
dossiers, les meilleures choses pour pouvoir résister si ça pète. Sinon, ça pète. Donc, c'est très, très important. Et évidemment, en beau temps, les choses sont faciles. Mais ce qui est difficile, c'est que vous ne savez pas si le temps sera beau. On a choisi ces 3 banques. Après, il faut choisir l'agence de com. Et évidemment, dans ces dossiers comme ça, il faut avoir une com très forte. Donc, il fallait choisir la meilleure agence de com. Et pour Memscap, c'était EuroRSCG, qui était très grande. On avait un budget com de 2 millions d'euros en 2 semaines. Hein. Donc, parce que l'introduction en bourse, c'est très rapide. L'idée créative était extraordinaire de Memscap. Vraiment. Ils ont dit comment on va dire c'est quoi un MEMS. Et on prenait des pages entières, hein, je les ai, des pages entières noires dans les journaux, dans les Échos, dans le Financial Times, noires entières, tout est écrit en blanc. Regardez bien ce MEMS, il va changer l'avenir des télécoms. Deuxième vague, regardez bien ce MEMS, demain il sera dans vos téléphones portables. Regardez bien ce MEMS, ceci, cela, toutes les applications. Et dernière vague qui est juste avant l'intro, la date de l'introduction. Regardez bien cette date et devenez actionnaire du leader. Super créatif, idée super créative. Et derrière ça, il fallait que tout le monde la voie. Donc, on a osé. EuroRSCG, autre que l'idée créative, la pub, etc., il y a tout le côté événementiel qui est énorme parce que quand on va faire des roadshows, des trucs, etc., donc il faut accompagner tout ça. C'est beaucoup les voyages, c'est vraiment beaucoup de travail. Il faut aussi choisir à l'époque l'imprimeur. Très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, puisqu'on a le visa de l'AMF qui arrive, on imprime les prospectus, etc. Il faut les livrer le lendemain, donc ils travaillent la nuit. Donc ce n'est pas n'importe quel imprimeur, c'est des imprimeurs très spécialisés, etc. Donc il fallait avoir une équipe de rêve. Vraiment, on avait un dossier de rêve, une équipe de rêve. On avait les meilleures banques, les meilleurs conseillers, etc. On avait la meilleure agence de com, on avait la meilleure société d'impression. Et donc on s'est mis à rédiger le prospectus. Donc quand on va en bourse, il faut rédiger un prospectus. Et donc, quand on rédige un prospectus et vous vous exposez comme ça en bourse, il faut avoir les meilleurs avocats. Des avocats, mais une fortune. Hein. Mais vraiment, hein, c'est le plus gros de paille. Hein. Que des gros avocats, que des cabinets de gros avocats. On est en train de parler de budget d'avocats, plusieurs centaines de milliers d'euros. Plusieurs. 500 000, etc. Hein, pas 50 000. Donc, on rédige les prospectus, il faut se mettre d'accord avec les banques, surtout, etc. Et donc, l'introduction en bourse, elle a des règles imposées par le gendarme de la bourse, qui à l'époque s'appelait la COB, aujourd'hui s'appelle l'AMF, l'autorité des marchés financiers. C'est le gendarme de la bourse. Le gendarme de la bourse a une seule, on va dire, il est omnibulé par une seule cause, c'est défendre les actionnaires. Les petits porteurs qui peuvent devenir actionnaires, etc., que ces gens-là aient toutes les informations, que toutes les informations que vous mettez sur le marché soient non seulement conformes, etc., mais, aux lois, machin, mais soient le plus transparent, que ce soit mis dans le temps, etc., machin, que vous ne soyez pas en train de faire des fortunes personnelles au dos des autres, etc. Donc, pour que vous alliez en bourse, vous devez préparer ce qu'on appelle un prospectus. Ce prospectus décrit votre société, votre projet, qu'est-ce que vous voulez lever, etc. Toute l'histoire de la bourse. Vos concurrents, tout. Et les conditions de la levée. Et vous ne pouvez pas aller en bourse sans avoir le visa de l'AMF dessus. Et il n'y a personne au-dessus de l'AMF, de manière générale. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de visa, vous n'avez pas de visa. Et donc, nous, on commence à travailler. Alors, sur tout ça, il y a beaucoup de gens qui travaillent et plusieurs problèmes apparaissent. Premier problème, on est en septembre, on va dire 2000. La boîte a 2 ans et un trimestre. Première chose, c'est qu'il y a quelque chose qu'on appelle le lock-up. Le lock-up, c'est les actionnaires historiques ne peuvent pas céder des titres sur le marché pendant une première période qui est minimum de 6 mois. Interdit. Vous pouvez rendre à la bourse, à la rentrée, céder, mais une fois que l'action a cote, minimum 6 mois. Et ça, c'est une condition. Le problème, c'est que la loi, elle n'impose pas aux actionnaires cette règle. Elle l'impose à la société. Ça veut dire, ils me disent, vous voulez votre visa? Ok. Eh bien, vous devez nous donner un papier
de lock-up signé par tous vos actionnaires. Si vous ne l'avez pas, désolé. Ce n'est pas une loi qui dit tu es actionnaire, tu vas aller en bourse, tu signes, c'est tout. Sinon, tu n'as pas le choix. Non, tu as le choix de ne pas signer. Et moi, au début de Memscap, une des choses que je n'ai pas parlé, j'étais naïf dans le monde de la finance et dans les relations humaines. Et je faisais confiance aux gens, etc. Deux personnes qui sortaient avec moi de mon labo, dont j'ai dirigé les thèses, devaient terminer leur recherche, être employés par Memscap, revenir soutenir leur thèse, mais ils avaient terminé, donc ils pouvaient être des ingénieurs de la société, et c'est des gens qui allaient diriger même deux équipes. Deux d'entre eux, et moi, qui était assez américain à l'époque dans ma tête, je voulais qu'ils aient des parts dans l'entreprise, etc. Donc, vu qu'ils n'avaient pas d'argent, je leur ai dit, bah voilà, je vous donne X% de la boîte, mais sur 4 ans, une fois que vous avez fait les 4 ans, vous les avez. Ils étaient tout contents, etc. Évidemment, des actions gratuites. Bon, la boîte, au début, on ne savait pas ce qu'elle allait devenir. Ça, vraiment, début. On lance l'entreprise, etc. Et je suis en train de faire les papiers, tous les documents et tout. Et mon avocat, à l'époque, ce n'était pas le même qu'aujourd'hui, mais c'était un très grand nom, lyonnais. Et je l'appelle et je lui dis, écoute, j'ai vu que tu as fait les papiers pour ces deux personnes, mais tu ne m'as jamais demandé quelles sont les conditions pour que les titres y soient. Et je trouve ça bizarre. Il me dit, ah là là, on n'a pas fait les conditions. J'ai dit, mais l'AG, elle les a votées là. Ah, mais pas de souci, il suffit qu'ils signent eux sur un papier, je te l'envoie, machin. Donc, ils m'envoient le papier. Et j'ai dit, bon, de toute manière, je m'en fous, c'est mes gars, c'est mon bras droit, donc il n'y a aucun souci. Ils signeront le papier parce que c'est l'accord. De toute manière, moi, j'ai toujours cru dans la parole donnée, etc. Vraiment, hein, donc envoie-moi le papier, ils m'envoient. Donc, je leur ai dit, voilà, je ne vais pas les citer là, non. Mais je donne le papier, je leur ai dit, voilà, c'est notre accord. Vous voyez, tout est conforme au bout de 4 ans. S'il y a une sortie avant, évidemment, ça devient immédiat et vous avez vos trucs. Mais vu que vous ne payez pas, c'est à fur et à mesure que vous travaillez dans l'entreprise que vous les avez. Et là, un des deux me dit, bah ouais, mais nous, on les a maintenant. J'ai dit, comment ça, tu les as? Oui, on les a. Je regarde le deuxième et bah, il s'aligne de ce côté. J'ai dit, mais c'est pas notre accord. Il dit, oui, mais c'est notre chance. J'ai dit, mais de toute manière, tu allais les avoir. Et là, aujourd'hui, ça vaut rien. Donc, je comprends pas. Ils m'ont dit non. J'ai dit, écoutez, donc du coup, nous, on ne peut plus être ensemble. Vous avez les titres. C'est comme ça. Mais vous quittez l'entreprise, vous ne faites plus partie de l'entreprise. Donc, ils partent. Je les vire. Première trahison, en fait. Hein. C'est un excès de confiance. Surtout que je les ai avant aidés dans mon labo, beaucoup. Quoi. Il y a quelqu'un d'eux qui n'avait pas de bourse, que j'ai acquis une bourse. Enfin, j'ai vraiment fait beaucoup de choses pour eux avant. Après, moi, je fais toutes les levées. Les pactes d'actionnaires qu'il y avait, qui prévoyaient la rentrée en bourse, qui prévoyaient tout ça, eux, ils étaient dehors. Je ne les ai jamais mis dans ce pacte. Et vu qu'ils n'avaient à eux deux que 2%, tout le monde s'en foutait. Sauf que là, on arrive en bourse, il faut qu'ils signent le lock-up. Et moi, dans ma tête, j'ai dit, bon, 2%, 1, je ne sais pas combien à la fin, ça représente pour chacun 5-6 millions. Quoi. Ils ne savent même rien sur la société. La société s'est développée sans eux. Donc, si vous avez des titres d'une société dont vous ne connaissez rien, et un mec qui vous appelle et vous dit ah, « vous venez signer sur un bout de document là », vous allez avoir chacun 5-6 millions. Qui peut penser que ces gens-là ne signeraient pas? C'est impossible. Donc là, je profite de cette chose-là pour dire attention, quand on fait un pacte d'actionnaires, c'est très important. Prévoir la bourse et ce morceau de lock-up dedans, etc., c'est très important. Parce que même les choses les plus logiques au monde peuvent ne pas avoir lieu.
Ils refusent de signer. Et ils viennent pour négocier avec moi dans mon bureau, avec leur avocat. Et moi, je dois avoir le COP de tout le monde. C'est la plus longue réunion de ma vie. Et en fait, dans leur tête, ils disent il y a une entourloupe. Et leur avocat est là, il dit mais regardez les papiers, machin, enfin, il est où l'entourloupe? Il dit oui, je sais, mais ils peuvent ne pas la signer. Je dis oui, ils peuvent ne pas la signer, mais on peut aussi ne pas aller en bourse. Les banques refusent d'y aller avec 2% de flottants qui peuvent arriver sur le marché d'un jour à l'autre. Coup de théâtre, j'appelle les banques, j'ai fait moi provoquer le coup de théâtre. J'ai dit ok, c'est simple, ils ne veulent pas signer. Donc moi ce que je vous propose, c'est maintenant monter très très fort, au plus haut niveau de pression. Je l'ai mis en face à moi et je lui ai dit écoutez, je viens de parler aux banques, on n'ira pas en bourse. C'est impossible. Donc on n'ira pas. Par contre, l'entreprise a dépensé tant d'argent pour aller en bourse, jusqu'à maintenant. Donc on va se retourner contre vous. Tous mes actionnaires se retourneront contre vous. C'est un autre procès. Et les banques veulent vous parler. J'appelle le patron du livre, la Société Générale, prenne le téléphone. Il a dit c'est simple, nous n'allons pas en bourse, mais nous on a eu beaucoup de pertes, il y a une perte d'opportunité. On va vous attaquer aussi en justice. Donc préparez-vous, vous allez dormir dans les tribunaux. Tout ça parce que vous refusez de devenir millionnaire. Quelqu'un vous avez rien fait, rien. Vous avez signé sur un bout de papier un jour, et vous refusez de signer sur un autre bout de papier aujourd'hui, qui vous transforme en millionnaire, et qui met tout ça, tous ces gens-là... Et là, leur avocat, il a eu vraiment peur. Il s'est tourné vers eux et il leur a dit « Signez. Signez, vous n'avez pas les moyens de vous mettre face à tous ces gens-là. » Donc ils ont signé. Vers 11h, je suis parti dormir, il était 11h, juste avant midi.